la médecine est une pratique des corps. C'est un rapport au corps. Et nous distinguons de manière tout à fait naïve et évidente le corps de la création, éclatant de santé, et la médecine s'apitoie et observe le corps en train de chuter, le corps entraîné dans sa chute. Dans ces corps qui tombent, il y a le corps souffrant, le corps quelquefois hurlant de douleur, le corps agonisant, le corps aux portes de la mort. Et celui-là, c'est celui qui, pour nous, fait voir le problème du mal physique, le mal corporel, mais aussi le mal de l'âme, mais aussi l'injustice, mais aussi le mal social, mais aussi le mal culturel, bref, l'ensemble des douleurs que notre vie peut supporter. Oui, le médecin, qu'il soit médecin du corps ou médecin de l'âme, s'apitoie sur ce corps-là. Que nous remontions à la plus haute antiquité grecque, ou que nous allions au Japon, en Chine, ou dans les îles Hébrides, ou dans les civilisations disparues comme les Incas ou les Aztèques, quelle que soit la tribu, quel que soit le collectif, quel que soit le développement de la nation ou de l'empire et sa puissance, il y a toujours quelqu'un qui est chargé de la guérison, des soins, de ce que nous avons appelé tout à l'heure le problème du mal. Et lui, nous le reconnaissons, nous modernes, nous le reconnaissons comme médecin. Mais était-il vraiment médecin? Tantôt il est exorciste, tantôt il est rebouteux, tantôt on peut le dire devin, tantôt il est prêtre, tantôt il est chimiste, etc. Il n'a pas le même nom. La fonction que nous appelons aujourd'hui médicale est universelle dans l'espace et le temps, chose rare, chose exceptionnelle. Il est très rare qu'on puisse dire que quelque chose qui est aujourd'hui a toujours eu lieu dans l'espace et le temps, et c'est le cas. Donc, le médecin a toujours existé. Mais ce n'est pas le même médecin. Ce n'est jamais le même corps. Ce n'est pas, dans une culture donnée, le même rapport au corps. Est-ce que vraiment le corps décrit par la médecine chinoise est le même corps que nous décrivons? Ce n'est pas le même corps. Comme ce n'est pas le même corps, ce n'est pas le même discours médical, ce ne sont pas les mêmes symptômes, ce ne sont pas les mêmes douleurs, et donc ce n'est pas la même médecine. Qui est le médecin? C'est le fils du savoir et de la pitié. Privé de l'un ou de l'autre, qu'il change aussitôt de métier. Il faut qu'il connaisse les individus singuliers vivants et il faut qu'il les aime. Or, pour les connaître et les aimer, il lui faut les rencontrer. Mais comme ils sont répandus dans l'espace, les cultures et le temps, il lui faut partir en voyage. Alexandre Yersin est peut-être déjà, dès l'année 1900, ce qu'on appelle aujourd'hui un médecin sans frontières ou un médecin du monde. Il est né à Lavaux, près d'Aubonne, dans le canton de Vaud, en Suisse. Il travaille à l'Institut Pasteur, il y rencontre le grand homme. Savant biologiste des paysans de son époque et de l'agriculture de son pays, Pasteur s'occupe du vin et de la bière, des fermentations de la ferme, des vaches, de la vaccination, des chiens et de la rage. Il restait à Yersin d'explorer les corps dans des situations extérieures à ses limites agricoles et nationales.
Je demanderai à M. Pasteur un congé d'1 an à partir de cet automne. Et je m'engagerai comme médecin auxiliaire des messageries maritimes avec un traitement de 200 francs par mois. Et de plus, logis et nourriture. Pasteur est le savant qui correspond au médecin de campagne. Yersin est le voyageur qui est à la fois le savant et le médecin en campagne, parmi d'autres cultures qu'il apprend et qu'il nous apprend à aimer. Quoique dans différents lieux, tous deux voyagent cependant pour et dans les corps humains. Ils s'embarquent pour Manille et Saïgon, car ils viennent signer un contrat avec la Compagnie des messageries maritimes. J'ai toujours rêvé de découvrir du pays, d'explorer. Quand on est jeune, rien ne semble impossible. On s'imagine toujours qu'il vous arrivera des choses extraordinaires. Alexandre Yersin devient médecin praticien à bord de ces petits courriers qui, de Saïgon, se dirigent vers les ports voisins de l'Extrême-Orient. Les escales durent 10 jours. Il note au jour le jour ses impressions dans son journal. Il apprend à ses heures de liberté l'annamite et le portugais. Il écrit à sa mère. Janvier 1891. Chère maman, mon service à bord n'est guère compliqué. Le matin à 9h, on sonne la visite et s'il y a des hommes malades, je les examine. Avant le départ du bateau, je dois aller à l'hôpital chercher la patente de santé nécessaire pour que l'on n'ait pas à faire de quarantaine à Manille. Ce n'est donc pas le temps libre qui va me manquer. Tu me demandes si je prends goût à la pratique médicale. Oui et non. J'ai beaucoup de plaisir à soigner ceux qui viennent me demander conseil, mais je ne voudrais pas faire de la médecine un métier. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais demander à un malade de me payer pour les soins que j'aurais pu lui donner. Je considère la médecine comme un sacerdoce, ainsi que le pastorat. Demander de l'argent pour soigner un malade, c'est un peu lui dire la bourse ou la vie. Voilà des idées qui ne sont pas, je le sais, partagées par tous mes confrères, mais enfin ce sont les miennes et je crois que j'aurais bien de la peine à les abandonner. En Indochine, on l'embarque sur l'Éridan, un bateau qui fait la navette entre la Cochinchine et les Philippines, puis sur le Saïgon, et le voici à Hanoï parcourant la baie d'Along, puis l'estuaire du fleuve Rouge. Lorsque le Saïgon passe le long des côtes d'Annam, on aperçoit la chaîne annamitique qu'aucun Européen n'aurait encore franchie. Yersin le fera. Alors, les petits bateaux des messageries continueront à faire les mêmes trajets, mais sans le médecin français.
Et c'est ainsi que le médecin devient géographe. Car Yersin est parti vers une région méconnue, quelque part entre la côte d'Annam et le Mékong. Il ne cesse de prendre là des clichés photographiques. Les difficultés de transport sont un problème qui se renouvelle de village en village, de sorte que Yersin accomplit son voyage à pied. Il atteint le plateau de Lang Biang. Il fait des relevés topographiques de ses voies d'accès vers la Cochinchine, la Nam et le Cambodge. C'est dans ce site de Lang Biang que s'élève aujourd'hui la ville de Dalat. Mon impression a été vive. Lorsque débouchant de la forêt de pins, je suis parvenu sur le bord de ce vaste plateau dénudé et accidenté, dominé par le triple pic de Lang Biang. Ces ondulations me rappelaient une mer tourmentée par une houle énorme. La fraîcheur de l'air m'avait fait oublier la fatigue, et je me rappelle la joie que j'éprouvais à courir comme un jeune collégien, montant et descendant les collines vertes à toute allure. Il me semblait que j'étais dans un chalet suisse, sur la montagne, et que j'entendais les clochettes des vaches rentrant des pâturages. Le 14 mai 1892, Yersin s'embarque sur une rivière, là sinueuse, large d'une 50aine de mètres. Remontant vers le nord, Yersin peut situer exactement l'emplacement des sources du Nong Nai, long fleuve qui serpente depuis le plateau de Lang Biang jusqu'à Saigon, où il devient un large delta. Il découvre un affluent du Mékong, la grande rivière. Il la descend de son origine vers son embouchure. Et là, la légende héroïque de l'explorateur rejoint, oui, la légende de la carte. On pourra désormais, grâce à lui, relier sur cette carte la côte d'Annam au fleuve Mékong. Depuis plus de 10 ans, on signalait des cas de peste isolés au Yunnan et en Mongolie. Dans les premiers mois de 1894, la maladie apparaît à Canton. Elle y provoque d'effroyables ravages, tuant en peu de temps 60 000 personnes. En mai 1894, Hong Kong est atteinte. Le mal se répand avec rapidité. Il frappe et tue, passe du malade à l'homme sain sans se soucier des barrières que l'on essaie de dresser contre lui. Alexandre Yersin, médecin de 2e classe, chargé de mission par le gouvernement de l'Indochine, arrive à Hong Kong le 15 mai 1894. Il y installe un laboratoire de fortune. C'est de cette maison de paille que va sortir l'une des plus grandes découvertes de la bactériologie moderne. Il y découvre en effet le bacille de la peste. Tizé, jeune chinois de 18 ans, élève du séminaire et y remplissant les fonctions d'infirmier, était mal à l'aise depuis quelques jours, fatigue, maux de tête, lorsque le 26 juin à 10h du matin, il se plaint d'une vive douleur à l'aine droite. À midi, la fièvre se déclare subitement et le malade doit s'aliter. Le jeune chinois est somnolent, il ne peut se tenir debout sans vertige, il éprouve une lassitude extrême, la fièvre est forte, la langue chargée. Nous avons bien devant nous un cas de peste confirmé, et la violence des premiers symptômes peut le faire classer parmi des cas graves. À 5h, 6h après le début de la maladie, je pratique une injection de sérum. À ce moment, le malade a des vomissements et du délire.
signe très alarmant et qui montre la marche rapide de l'infection. À 6h et à 8h du soir, nouvelles injections. De 9h à minuit, aucun changement dans l'état du malade, qui reste somnolent, s'agite et se plaint souvent. La fièvre est toujours très forte et il y a un peu de diarrhée. À partir de minuit, le malade devient plus calme. Et à 6h du matin, au moment où le père directeur vient prendre des nouvelles du pestiféré, celui-ci se réveille et dit qu'il se sent guéri. La guérison est si rapide que si plusieurs personnes autorisées n'avaient comme moi vu le patient la veille, j'en arriverais presque à douter d'avoir traité un véritable cas de peste. On comprendra que cette nuit passée près de mon premier pestiféré ait été pour moi pleine d'anxiété. Mais au matin, lorsque avec le jour parut le succès, tout fut oublié, même la fatigue. La découverte par Yersin de ce microbe qui montre qu'on est rentré dans l'ère pasteurienne, c'est évidemment une découverte absolument sans précédent, peut-être banale pour nous maintenant, capitale à l'époque. Quand il vous arrivait brusquement une épidémie dans une ville, dans un village, qui vous détruisait en quelques jours le quart, le tiers, la moitié de la population, que vous voyez disparaître 2-3 générations dans la même semaine, quand vous arriviez à une mortalité effroyable qui était de mourir en 3 jours dans la peste pulmonaire, mourir en 1 semaine dans la peste bubonique, cela voulait dire que les gens mouraient seuls. Et ils étaient après ça enterrés dans des fosses creusées hâtivement, transportés nus dans des charrettes. Il n'y avait plus ni linceul ni cercueil. On déversait tout ça dans des fosses et on les refermait hâtivement. Donc la découverte du bacille de la peste, dans une humanité qui traînait derrière elle ce souvenir collectif des siècles passés, de l'atrocité de la peste, la découverte d'Yersin prenait un caractère tout à fait particulier. Elle démythifiait la peste. Il fait une deuxième découverte, aussi capitale que la découverte du bacille responsable. Il montre que la peste n'est pas une maladie de l'homme, mais une maladie des rongeurs. Que la peste humaine procède de la peste murine. Et ceci va avoir des conséquences aussi importantes que la découverte du bacille, c'est qu'on va pouvoir lutter contre les rongeurs et que pendant des années, cependant que la peste se répand par voie maritime dans l'ensemble du monde, on va commencer à lutter contre les rongeurs, ces commis voyageurs de la peste. La peste se déclare maintenant à Nha Trang. Les Anamites sont atteints. Les premiers cas ont surgi en mars dans le village de Kulao, de l'autre côté de l'estuaire de la rivière Nha Trang, dont les habitants ont vendu des porcs aux matelots de plusieurs jonques chinoises pendant leur escale sur la côte d'Annam en route vers Singapour. Un pêcheur meurt subitement avec un petit bubon inguinal et quelques ganglions cruraux. Yersin y retrouve son bacille. Très vite, d'autres cas surgissent dans le village, gagnant les maisons de proche en proche comme en tache d'huile. Le 5 septembre, devant la marche persistante de la peste dans la partie du village jusqu'alors épargnée, Yersin prend une décision radicale. Il fait construire à la hâte un nouveau village à 2 km de là, dans une zone indemne, et le matin du 15 septembre 1898, ordonne l'évacuation complète de toutes les maisons du village de Nha Trang, qui sont aussitôt brûlées. En avril 1899,
Yersin peut signaler l'extinction de ces nouveaux foyers et la disparition de la peste à Niatran. La peste affecte maintenant les troupeaux d'Indochine. Pendant ses explorations durant la traversée des villages, Yersin observe les mortalités du bétail. La mort survient entre 1 et 6 jours. Dans l'autopsie de plusieurs buffles, Yersin constate des lésions identiques. Intestin congestionné, poumons emphysémateux. La poursuite du travail est toute tracée. Isoler l'agent responsable de cette mortalité, préparer un sérum thérapeutique et un vaccin protecteur. Yersin improvise, crée un laboratoire, fait venir des animaux, cobayes, lapins, mais aussi buffles et vaches. Et le médecin devient agriculteur. Yersin se souvient des alpages de son enfance et fait venir de Suisse des caisses de clochettes, comme emportait au cou le bétail de son pays, ici pour éloigner les tigres. Depuis que nos vaches ont des cloches, le tigre les enlève beaucoup moins et semble maintenant rechercher plutôt nos chevaux. En 1914, Yersin s'inquiète de ce que la quinine manque dans les pays lointains où il se trouve. Le paludisme risque de s'étendre gravement. Sur la côte de la Nam, il effectue des semis de l'arbre quinquina à Dran, où, malgré beaucoup de difficultés, il en obtient des cultures achevées. Et le médecin devient paysagiste. Il n'y avait pas un seul arbre quinquina au Vietnam avant Yersin. Médecin, médecin praticien, savant, savant inventeur, explorateur et géographe, agriculteur, planteur, semeur. Il fonde alors l'école de médecine de Hanoï. Il transforme ses laboratoires de Nha Trang et de Saigon en Institut Pasteur. Les vaccins, les sérums donnés par Yersin se comptent par centaines de milliers. Ce sont des centaines de milliers de malades que Yersin a guéris.
Il y a des palmiers, des hévéas, des arbres à quinquina tout autour de la maison. C'est là qu'Alexandre Yersin a passé les dernières années de sa vie. Sur la terrasse, la coupole rouillée recouvre l'observatoire astronomique d'Alexandre Yersin, médecin français parti pour Saigon à l'âge de 28 ans. De même que les autres savants parcourent la Terre, ou le système solaire, ou l'univers, ou les langues, ou les cultures, le médecin, quant à lui, est le grand voyageur du corps humain en général et des corps réels dans leur diversité. Le corps est un paysage. C'est un paysage singulier, irremplaçable et changeant. Nul jamais ne pourra s'identifier à ses formes. Or, l'expérience et le savoir des variations corporelles, vraiment paysagères et souvent colossales, le médecin les acquiert au cours d'un long voyage dans la science, mais aussi dans le corps social, dans l'espace, dans les climats, dans le temps et dans les circonstances de tous ordres. Et donc, la vie du médecin de campagne donne peut-être le meilleur exemple ou la meilleure légende pour lire à livre ouvert l'aventure médicale vers l'individu souffrant et son environnement physique et social bien particulier. Que l'autre soit l'enfant vacciné contre la rage, qu'il soit le berger anamite ou le laboureur coiffé du chapeau conique dans l'eau tiède des rizières asiatiques, cet autre, qui est le prochain sans distinction, reste la passion unique du médecin, le but de son voyage scientifique et de la guérison au bout de sa pitié. Voilà pourquoi on doit le nommer voyageur. Voyageur de la dissection, de l'anatomie et des humeurs. Voyageur des paysages corporels, de l'environnement et des climats. Voyageur de différentes sociétés, ainsi que de leurs organisations sanitaires différentes.
voyageur toujours à la rencontre passionnée de l'autre, toujours différent dans sa souffrance et sa quête trop humaine d'immortalité. Laënnec, lui, voyage sans bouger. Laënnec, c'est l'observation au secours de la théorie. Car si quelqu'un diversifia jusqu'à l'infini qualitatif les descriptions singulières des maladies des poumons et de la plèvre, ce fut bien l'inventeur du stéthoscope. Si le voyage du médecin de campagne le fait se déplacer dans un paysage local, si le voyage de Yersin lui fait traverser la mer et 1000 barrières de langue, celui de Laënnec parcourt les multiples appels et les divers signaux du thorax et de l'abdomen. Je fus aussi surpris que satisfait d'entendre les battements du cœur d'une manière beaucoup plus nette que je ne l'avais jamais fait par l'application immédiate de l'oreille. Je présumais dès lors que ce moyen pouvait devenir une méthode utile et applicable, non seulement à l'étude des battements du cœur, mais encore à celle de tous les mouvements qui peuvent produire du bruit dans la cavité de la poitrine, et par conséquent à l'exploration de la respiration, de la voix, du râle, et peut-être même de la fluctuation d'un liquide épanché dans les plèvres ou la péricarde. Ainsi, de nouveaux paysages, de véritables paysages sont découverts dans le traitement du signal entendu, dans la finesse de traduction et de description, et dans les correspondances précises avec les maladies. Votre mal est un paysage, mais un paysage entendu. À la différence des bruits de soufflet et de râpe, le bruit de cuir, comparable à celui que fait entendre une selle neuve sous le poids d'un cavalier, n'accompagne que la contraction des ventricules.
Ce bruit résulte précisément du frottement exercé l'un sur l'autre par chacun des feuillets du péricarde, au moment où le cœur se porte en avant, c'est-à-dire lorsque les ventricules se contractent. Il dénote donc que la membrane, habituellement séreuse du péricarde, est devenue rugueuse et inégale par suite de son inflammation. Crépitement, froissement typique du cuir neuf, pleurésie. Papier fin qui se froisse, pneumonie. Bruit métallique de lime, rétrécissement des orifices du cœur. Sifflement sibillant à l'expiration, asthme. Râle humide ou crépitation, péripneumonie, œdème et hémophtysie. Râle muqueux ou gargouillement, cataracte pulmonaire, phtysie. Râle sibilant sec ou sifflement, emphysème. Voyageons maintenant dans le temps, à la fois vers l'Antiquité la plus lointaine et vers la médecine scientifique la plus proche de nous. Or, toutes deux émettent un semblable message. À la fondation de la médecine dite scientifique règne le corpus hippocratique, rédigé vers le 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce. Grand voyageur, en Grèce comme en Asie mineure, Hippocrate fut le premier, dit-on, à recommander l'audacieux voyage d'exploration du corps par dissection des animaux avant qu'on ait l'autre audace, celle d'ouvrir les cadavres. D'où une avancée immense en anatomie et dans la chirurgie naissante. Mais cette médecine grecque fut bientôt ivre d'abstraction, de sorte qu'elle associe un savoir excellent, celui de l'anatomie, celui de la connaissance précise du corps, et une médecine relativement faible par excès de raisonnement démonstratif. Ivre de théorie, pour une observation un peu déficiente. Quoi qu'il en soit, Hippocrate fut le premier à tenter de décrire le paysage individuel de chaque corps humain, dont il disait qu'il dépendait de ses humeurs, le sang, la lymphe, les deux biles, noires et jaunes, dont les mélanges à titre varié expliquaient les différents tempéraments, sanguins, bilieux, lymphatiques. Et c'est dans ce mélange que l'équilibre rend compte de la santé, alors qu'au contraire, l'excès ou le défaut de l'un des composants causait les diverses maladies. Dans les textes ou les tableaux qui décrivent ces tempéraments, on peut lire peut-être la toute première biochimie. Premier paysage, le corps ouvert et exploré. Deuxième paysage, le mélange des humeurs, ses tableaux et ses titres. Mais le troisième encore est écrit dans un fameux traité
des airs, des eaux et des lieux, qui retrouve toutes les questions de l'environnement physique. Il en est de la terre comme des hommes. Les uns sont de nature analogue à des pays montueux, boisés et humides, les autres à des terres sèches et légères, d'autres encore à des plaines unies et arides, car les saisons qui modifient les formes de la terre et les formes des corps sont différentes entre elles, et plus cette différence est considérable, plus il y a de variations dans les figures et les caractères des hommes, car tout ce que la terre produit est conforme à la terre elle-même. Cette géographie médicale, qui pourrait paraître très archaïque aux médecins objectifs que nous sommes devenus, ou aux biologistes réductionnistes que nous sommes, sonne cependant de manière tout à fait moderne. Derrière ce texte-là est une notion de paysage. Le corps est assimilable à un paysage et du coup comparable à ce qu'on peut décrire des événements et des phénomènes qui se passent sur la Terre. De la même manière qu'il y a des saisons, de la même manière il y a des rythmes du corps. De la même manière qu'il y a des partages dans le paysage, de la même manière il y a des partages entre les organes. De la même manière qu'il y a des évolutions dans les saisons et le temps, de la même manière il y a des évolutions dans la santé, la souffrance et la douleur. Il y a une sorte d'idée que dans les mélanges des fluides, air, eau, et dans les lieux de la Terre, il y a une sorte de proportion et d'harmonie avec les lieux et les mélanges de fluides et de liquides dans les corps. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement le rapport, c'est aussi peut-être le mélange lui-même, c'est-à-dire cette idée paysagère, et sur les flux, les eaux, les airs, les lieux et le vent. Voici un manuel actuel d'anatomie. Il montre une harmonie superbe entre le savoir et la pratique. À droite, sur l'ancienne page blanche, vous lisez le schéma d'antan, porteur d'organes dessinés en des limites très exactes, pour que le scalpel du chirurgien apprenne à les découper adroitement. À gauche, fille de la radiographie, la résonance magnétique nucléaire reproduit le même terrain, mais scanné directement sur un individu que l'on pourrait appeler par ses noms et prénoms, n'était la protection de son anonymat, où le détail luxueux efface les frontières et multiplie la diversité. Réseau admirable dans un paysage feuillu. Oui, ce poumon ou cette hanche, ce neurone menu où abondent les récepteurs, appartiennent à telle ou telle personne, alors que les anciens schémas mimaient les modèles formels et lisses des anciens systèmes scientifiques. Oui, notre médecine guérit, et elle guérit depuis un demi-siècle. Et elle le doit à la science, et elle le doit aux sciences. Mais les plus grandes réussites, celles que nous avons vues, s'appuient sur des décisions collectives et sur des décisions finalement politiques. Oui, le médecin s'appuie sur les organismes de santé publique sans lesquels son combat trop isolé serait voué à l'échec. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un médecin? Qu'est-ce qui différencie la tête médicale de la tête savante? Un médecin d'un scientifique, un médecin d'un physicien, d'un chimiste, d'un mathématicien. C'est que oui, c'est un savant, oui, c'est un scientifique, mais il est
plus que scientifique. Parce qu'un scientifique connaît des idées, des lois, des concepts, des observations. Mais qu'en plus, le médecin sait parfaitement qu'il n'y a pas de maladie pourtant, et qu'il n'y a que des malades. Quel que soit son savoir, la maladie de tel homme ou de telle femme, de tel vieillard ou de tel enfant ne peut en aucun cas être la même. Et le médecin est un homme qui est à la fois savant et scientifique parce qu'il travaille dans l'universel, mais en plus il doit sans arrêt adapter l'ensemble de ses idées à la personne humaine individuelle. Or, cette personne individuelle, même s'il la connaît comme médecin de famille depuis longtemps, peut changer au cours du temps. Et donc, la maladie a une infinité de faciès. Elle est quelquefois méconnaissable. Et par conséquent, le médecin doit à la fois reconnaître la loi, c'est-à-dire les concepts généraux comme tous les savants ou tous les scientifiques, mais cette loi est habillée comme un fantôme dans le profil singulier et individuel de la personne humaine. Et là intervient la pratique médicale, l'intuition médicale, le corps médical. Non seulement la tête médicale, mais le corps en tant que un malade n'a pas la même odeur que notre malade, ne sue pas comme un autre malade, n'a pas le même éclat des yeux. Et donc un médecin doit voir, sentir, avoir le goût, le toucher, l'oreille, et doit s'adapter de façon absolument fine à l'individualité singulière de celui sur lequel il se